Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup d'être venu. Je vais effectivement essayer de parler une petite demi-heure pour laisser un quart d'heure, 20 minutes pour les questions. D'ailleurs, s'il y a des choses qui vous apparaissent peu compréhensibles ou qui demandent à être éclairées selon vous dès le moment de l'intervention, vous pouvez poser une question et il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Donc, la question que je vais poser et à laquelle je vais essayer de répondre par rapport à ce que vient de dire François Héran, c'est quel sens ça a de vouloir saisir une immigration particulière et la saisir non pas par les causes de l'immigration, non pas par les catégories juridiques, comme on a pu le faire dans l'intervention précédente, mais la saisir d'une certaine façon par sa nationalité d'origine. Puisque aujourd'hui, je vais vous parler simplement de l'immigration algérienne. Or, d'une certaine façon, même si nous ne sommes pas dans un séminaire de spécialistes d'histoire de l'immigration, d'une certaine façon, ce n'est plus la façon dont on écrit l'histoire de l'immigration aujourd'hui. Effectivement, si on disait en quelques mots comment a émergé une histoire de l'immigration, elle a beaucoup émergé par une histoire par communauté, pourrait-on dire, d'une certaine façon. Et aujourd'hui, ce n'est plus la façon dont est écrite cette histoire, notamment parce que se pose la question de savoir comment on définit ces communautés, comment on définit une immigration polonaise sur plusieurs siècles alors que la taille de la Pologne a varié, en quoi est-elle différente de celle de l'immigration de la Prusse orientale, est-ce que ça a un sens de la distinguer, ne vaut-il pas mieux justement s'intéresser au mouvement sans rester dans les espaces qui ont été définis politiquement à une époque donnée et qui ne correspondent pas forcément la définition de ces espaces au temps de ces mouvements. Autrement dit, des personnes ont pu partir d'endroits qui aujourd'hui sont devenus la Pologne ou aujourd'hui sont devenus l'Algérie sans avoir été définis comme polonais ou algériens à cette époque-là. Et donc, pourquoi on voudrait saisir l'immigration ainsi? Et il me semble, autrement je n'aurais pas commis ce petit ouvrage, que ça peut avoir un sens et que ça a un sens particulier, singulier, on va y revenir, dans le cas de l'immigration algérienne. Ça sera la première partie de mon exposé. Deuxième question que vous pourriez me poser, d'une certaine façon, qui vous êtes là pour venir vous poser avec votre petit livre, alors qu'il y a déjà eu Abdelmalek Sayad et Benjamin Stora qui nous ont dit tout et si bien de l'immigration algérienne, une immigration dont on ne peut pas dire qu'elle n'ait pas attiré l'attention, que cette attention ait été positive ou négative, que ce soit celle du chercheur ou celle des débats politiques. On ne manque pas d'ouvrages sur la question. Il me semble cependant que du point de vue, et je parle parfois avec d'autres casquettes, mais aujourd'hui je vous parle avec la casquette de l'historien universitaire, du chercheur, que de ce point de vue-là, on a quand même eu un renouvellement des travaux qui méritent qu'à un moment, on fasse connaître à un public plus large des travaux qui sont coincés dans les bibliothèques universitaires, ou plutôt aujourd'hui dans des coins du web qui sont assez peu explorés par des publics plus larges. Vous me direz, c'est une justification qui n'a rien d'original. L'universitaire dit toujours que, d'une certaine façon, il reste toujours de nouveaux travaux à compiler, il y a toujours des nouvelles choses qui ont été faites, puis il faut bien qu'il se fasse une place par rapport à ces grands anciens. Il n'en reste pas moins que, fondamentalement, il me semble que cette histoire devait être restituée, parce que d'une certaine façon, on avait affaire à une histoire, comme toujours, qui était mutilée. Dans quel sens était-elle mutilée ? Notamment dans le sens où, par exemple, les travaux de Benjamin Stora étaient des travaux avant tout écrits du point de vue de l'histoire politique. C'était du point de vue écrit de l'histoire politique qui partait d'une interrogation qui était celle d'un militant politique converti à l'histoire académique qui essayait de comprendre comment se fait-il qu'a émergé la figure de ce à la fois héros nationaliste tombé dans l'oubli de Messali Hadj, et au travers de la figure de Messali Hadj était déclinée l'histoire de ces milliers de militants politiques que Benjamin Stora
assorti de l'oubli, mais d'une certaine façon, même si nous y reviendrons, une des singularités de l'immigration algérienne, c'est sa politisation et les formes qu'a prises cette politisation. La plupart des Algériens de métropole et des Algériennes, nous y reviendrons, n'étaient pas politisés au sens où ils n'étaient pas militants politiques. L'Étoile nord-africaine, qui est un parti politique emblématique, vous imaginez, en pleine colonisation, un parti nationaliste indépendantiste qui se crée et pose ses statuts à la préfecture de police de Paris en 1926. Voilà. Donc là, on a quand même affaire à quelque chose de très singulier, puisqu'au travers de cette matrice, on a une lutte d'indépendance nationale qui a été menée sur le territoire de la métropole coloniale. Vous pouvez chercher tous les exemples que vous voudrez. On n'a pas d'exemple équivalent. Peut-être la seule comparaison qui tient à peu près, mais tout est dans le à peu près, c'est la lutte des Irlandais contre les Britanniques, contre les Anglais, qui a aussi été menée au cœur des grandes villes anglaises, mais sans doute pas avec la même intensité que cette lutte de l'immigration algérienne. Mais cette étoile nord-africaine, puisque c'est d'elle dont je vous parlais, c'est tout au plus dans les années 25 à 37, puisqu'elle est dissoute en 1937 sous le Front populaire, après qu'elle ait pu manifester, apparaître au grand jour, quasiment pour la première fois dans des manifestations autorisées, notamment le 14 juillet 1936, c'est tout au plus quelques milliers de militants politisés à une époque où il y avait déjà près de 100 000 Algériens en métropole. Donc on a affaire à une immigration qui mérite d'être saisie autrement que par le biais du politique, même si ce politique est extrêmement important. Et il me semblait que les travaux d'Abdelmalek Sayad, puisque c'est l'autre grande figure que j'ai citée, puisqu'il me semble que ça doit être des noms que vous connaissez, et que je ne ferais sans doute pas le métier que j'ai fait aujourd'hui si je n'avais pas lu Abdelmalek Sayad, c'est vous dire l'admiration que j'ai pour cet immense sociologue. Il n'en reste pas moins qu'il arrête de travailler au milieu des années 90 et que, d'une certaine façon, il a saisi, si bien saisi, certes, l'immigration algérienne sur une période relativement courte. Abdelmalek Sayad, il saisit parfaitement l'immigration algérienne de la fin des années 50 au milieu des années 80. Et par rapport à l'histoire que je souhaite restituer, c'est à peine un tiers de cette grande histoire. Puisque c'est, quand on va revenir tout à l'heure sur les singularités de l'immigration algérienne, il faut bien voir qu'on a affaire à une histoire, à une immigration qui est avant tout singulière, puisque, à part l'exemple des Italiens du milieu du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle qui ont migré pendant plus d'un siècle de façon massive en France, mais non exclusivement en France, on n'a pas d'autre immigration qui se situe sur un siècle comme ça, avec des flux, je reprends le langage démographique, extrêmement importants tout au long de la période et extrêmement renouvelés. Il ne faut pas avoir en tête que ce serait simplement une immigration de noria, comme on dit parfois. Il y a des gens qui feraient des allers-retours et qui se seraient stabilisés simplement bien tard. On y reviendra. On n'a tout simplement pas d'autres exemples de ce point de vue-là. Et sachant que l'immigration italienne, aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire elle est tarie du point de vue quantitatif. Il y a encore plein de collègues italiens, on connaît tous des Italiens qui sont arrivés récemment, mais ce n'est plus une immigration de masse. Or, les Algériens, aujourd'hui encore, c'est la nationalité qui obtient le plus de visas pour venir en France. Puisque nous sommes, pour parler de notre contemporain, dans une situation paradoxale. Quand j'ai ma casquette de militant, je peux vous faire 1 heure de séance où je vais vous décrire le jeu des frontières complètement fermées, les murs, etc. Il n'en reste pas moins qu'on est dans un monde où il y a quand même énormément de circulation, et même dans ce monde fermé, 400 000 Algériens obtiennent chaque année un visa pour venir en France. Voilà. C'est-à-dire, beaucoup d'autres n'en obtiennent pas, mais 400 000 chaque année obtiennent un visa pour venir en France. Alors attention, obtenir un visa, c'est pas pour venir s'installer en France. Plusieurs dizaines de milliers d'Algériens, on a quand même un flux migratoire net important, relativement important, puisque vous savez que le solde migratoire de la France est extrêmement faible. Je présume que François Héran vous en a parlé. On a beaucoup de mal à calculer d'ailleurs ce solde démographique, mais grosso modo, l'ordre de grandeur, 50 000 à 100 000 par an. Mais dans ces 50 000 à 100 000 par an, il y a plusieurs dizaines de milliers d'Algériens. Déjà, toujours avoir au moins 10 000. C'est une partie de ce solde démographique aujourd'hui encore.
Et donc là, c'est une raison fondamentale, il me semble, d'écrire cette histoire algérienne, même si c'est pas la raison la plus fondamentale. Puisque je vous disais tout à l'heure que finalement, on aurait pu comparer l'immigration algérienne à l'immigration italienne. Or, elles sont incomparables. Elles sont comparables si simplement on s'intéresse à pendant un siècle, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont arrivées chaque année. Et sur l'ensemble de la période, on a plusieurs millions de personnes. Alors c'est impossible à calculer dans le cas des Algériens, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est entre 5 et 10 millions, sans doute. Mais je ne peux pas vous donner de chiffres plus précis, et vous comprendrez tout à l'heure. Et pourquoi est-ce incomparable? Parce que pour les Italiens, la France n'est qu'une destination parmi d'autres. Pour les Italiens, la France n'est qu'une destination parmi d'autres. Beaucoup d'Italiens sont allés en Suisse, beaucoup d'Italiens sont allés en Allemagne, beaucoup d'Italiens sont allés en Belgique, sans même parler de la migration transatlantique énorme, pas simplement vers les États-Unis, mais aussi, par exemple, vers l'Argentine. Or, avec l'Algérie, nous avons affaire à une migration qui est tournée vers un seul pays. Quasiment jusqu'à nos jours. C'est-à-dire, aujourd'hui encore, c'est très difficile à calculer, puisque est-ce qu'on va enregistrer des étrangers, des immigrés, comment l'Algérie reconnaît ses ressortissants. Elle a une politique de nationalité assez offensive, c'est-à-dire que par exemple, il y a eu une réforme au début des années 2000 qui fait qu'aujourd'hui, c'est un des très rares pays dits musulmans où la nationalité se transmet aussi par le biais des femmes. Une politique de reconnaissance très large de la double nationalité. Mais grosso modo, par rapport à ce qu'on sait de la distribution des passeports, puisque comme l'Algérie est un pays qui, sur la scène diplomatique, est un pays qui compte, c'est-à-dire que c'est un pays qui oblige ses ressortissants à avoir des visas, à eux-mêmes avoir des visas. Ça veut dire que concrètement, quand vous êtes français, vous voulez aller en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, vous n'avez pas besoin de visa pour aller au Maroc ou en Tunisie. Parce qu'ils ont des politiques touristiques et puis des politiques du faible au fort, d'une certaine façon. L'Algérie, elle a une politique de fermeture et en même temps une politique diplomatique du fort au fort. Elle ne veut pas être dans ce rapport post-colonial. Et donc, elle impose aux Français qui veulent aller en Algérie, comme les Français imposent des visas à ses ressortissants, elle leur impose des visas. Ce qui fait qu'il y a énormément d'Algériens qui n'avaient jamais demandé la nationalité algérienne au milieu des années 1980. À partir du moment où ils ont dû avoir un visa pour aller en Algérie parce qu'ils n'avaient pas demandé la nationalité algérienne, ils vont demander la nationalité algérienne pour pas avoir à demander de visa quand ils veulent retourner au pays, comme l'on dit. Donc au travers de cela, au travers des listes électorales aussi, puisque les Algériens de l'étranger élisent des députés. Pareil, c'est depuis les années 2000. On estime qu'aujourd'hui, entre 75 et 90% des Algériens qui vivent à l'étranger sont en France. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Une migration tellement focalisée sur un même pays, c'est quelque chose d'extrêmement rare. C'est peut-être, par exemple, comparable à l'immigration mexicaine par rapport aux États-Unis. C'est aussi comparable par le jeu de fermeture des frontières, mais ces flux complètement orientés. Et vous savez que ces flux complètement orientés, si on prend l'exemple du Mexique, c'est parce qu'on a affaire à deux États qui étaient imbriqués. Une grande partie du Texas n'est devenue états-unienne qu'à la fin du 19e siècle. Bon, si on veut comprendre, il ne faut pas comprendre l'histoire franco-algérienne comme une histoire d'immigration parmi d'autres. Il faut comprendre l'histoire de deux espaces qui ont été complètement imbriqués. Par la colonisation. Ils ont été complètement imbriqués par la colonisation, puisque même s'il est faux de dire que l'Algérie a été colonisée de 1830 à 1962, parce que 1830 c'est quoi? C'est la prise d'Alger. La prise d'Alger, c'est la prise d'une régence de l'Empire ottoman. L'Algérie n'existait pas en tant que nation. Et les Français ont mis plus de 50 ans à prendre possession de ce qui va devenir le territoire de l'Algérie sans le Sahara. Puisque en quoi le Sahara est-il algérien? Je suis désolé de le dire, c'est presque provocateur de le dire comme ça, parce que c'est des questions politiques qui sont extrêmement sensibles. Le Sahara, il est algérien, parce que la France a revendiqué le Sahara et qu'on a décolonisé dans les frontières de la colonisation. Bon. Et donc, ces deux espaces sont complètement imbriqués par 132 ans
mais avec tous les guillemets, d'histoire coloniale, et une histoire coloniale qui, bien sûr, ne s'est pas défaite du jour au lendemain. Et ils sont tellement imbriqués que, comme vous le savez, l'histoire coloniale algérienne, c'est pas une histoire coloniale comme les autres. Voilà, ma spécialité, on va dire qu'une point de vue académique, j'ai une casquette histoire de l'immigration et une casquette histoire de la colonisation. Donc, quand vous travaillez sur l'Algérie, c'est presque un petit peu obligatoire. Mais effectivement, quand on parle avec beaucoup de collègues, ils nous disent, mais vous êtes toujours en train de ramener la singularité du cas algérien. Mais il y a beaucoup d'exemples de colonies où ceux qui étaient dits indigènes, qui était une catégorie juridique, c'est pas le langage que j'utilise, c'était une catégorie juridique, ils n'avaient qu'une nationalité, c'était la nationalité française. Et à la fin de la période coloniale, non seulement ils n'avaient que la nationalité française, mais ils étaient pleinement citoyens français. Alors vous savez qu'entre le droit et les rapports de domination politique et sociale, il y a une grande différence, mais le droit joue aussi un rôle très important. Et donc là, ce n'était pas le cas des Tunisiens, ce n'était pas le cas des Marocains, par exemple. Dans l'histoire si compliquée du Maghreb contemporain, il faut bien revenir qu'on est face à des histoires qui ont beaucoup, sur le temps long, à partager, mais qui, par la colonisation, ont aussi été fracturés par des statuts extrêmement différents. Et donc, juste pour vous dire, par un exemple que je développe dans l'introduction du livre, pour partir des choses que chacun sait, et qui montrent qu'un cas est extrêmement singulier. Il se trouve que je suis par ailleurs amateur de football, et donc je me suis intéressé à de l'histoire de l'équipe nationale de football d'Algérie. Vous savez qu'elle n'est pas qualifiée à la prochaine Coupe du Monde et qu'elle a joué les 2 dernières Coupes du Monde. Les 2 dernières Coupes du Monde, elle les a jouées avec 17 joueurs ayant la nationalité française ou vivant en France. C'est incomparable. Il n'y a pas d'autre exemple. Vous pouvez regarder, il y a des équipes qui jouent quasiment qu'avec des émigrés ou des immigrés selon le point de vue qu'on adopte. La Bosnie, le Kosovo, puisque par l'explosion de l'ex-Yougoslavie, les forces vives de ces pays sont à l'extérieur. Mais l'équipe du Kosovo, il y a beaucoup de personnes qui vivent en Suisse, en Allemagne, dans des tas de pays. L'équipe d'Algérie, ce sont des jeunes qui sont nés ou sont arrivés très jeunes en France, aux 3/4 de l'équipe. Ce qui pose des questions. En France, vous savez qu'on scrute, Fekir, s'il joue en équipe de France, est-ce que c'est parce qu'il a l'amour du maillot de l'équipe de France, ou est-ce que c'est parce que comme ça, il va pouvoir augmenter son indemnité de transfert? Il y a une suspicion sur les binationaux et sur les choix qu'ils vont faire. Mais en Algérie, il y a aussi des regards comme ça. Les Algériens, ils trouvent aussi bizarre que leur équipe soit composée ainsi. Certains s'en offusquent, d'autres en sont très contents. Mais il y a ce regard qui fait que parfois, quand vous regardez un match de foot en Algérie, il y a des personnes qui disent c'est l'équipe B, l'équipe de France B. C'est ça, voilà. Et c'est des propos d'Algériens. C'est pas des propos d'Alain Finkielkraut ou que sais-je encore. Et donc là, on voit quelque chose de très spécifique parce que, à contrario, si vous regardez l'équipe de France de football, elle a toujours été composée de différentes vagues migratoires. L'équipe de 58, c'est l'équipe de la fin de la période polonaise. Mais la fin de la période polonaise, l'équipe de France est jouée toujours avec 3 ou 4 enfants de Polonais sur le terrain. Voilà. L'équipe de France n'a jamais joué, elle a pu jouer avec plusieurs enfants d'Italiens sur le terrain, elle n'a jamais joué avec plusieurs enfants d'Algériens sur le terrain. Et ça, on l'oublie tout le temps, parce qu'il y a Zidane. Mais Zidane, c'est le 2e enfant d'Algérien à jouer dans l'équipe de France de football après l'indépendance. En fait, les Algériens, ils ont joué en équipe de France de football à la période coloniale. Après la période coloniale, ils ne jouent plus en équipe de France de football. Et leurs enfants ne jouent plus. Ce qui est très spécifique, ce qui renvoie justement à ces histoires imbriquées, douloureuses, concurrentielles. Nous y reviendrons. Et il me semble que cet exemple du football, il nous montre bien qu'on a affaire à une immigration qui est singulière. Abdelmalek Sayad disait qu'elle est exemplaire. Et quand il disait qu'elle est exemplaire, il ne voulait pas dire qu'elle était l'exemple de toutes les immigrations. Au contraire, son exemplarité, elle était singulière, parce qu'elle était exemplaire de ce qu'était une imbrication coloniale. Elle était exemplaire de ce que c'était la colonisation, post-colonisation tiers-monde. Parce qu'il utilisait plus tiers-monde que post-colonisation à l'époque où il écrivait. Et il me semble que de ce fait, même si je suis pas partisan de couper les individus dans des entités nationales, communautaires, ici ça fait sens pour tout un tas de raisons. Et il me semble que ça fait d'autant plus sens que, comme l'a fait François Héran tout à l'heure,
Vous savez que l'universitaire, il se fait fort de venir déconstruire des stéréotypes. C'est un petit peu banal, mais autrement, si on a juste à redire ce que tout le monde a déjà dit, finalement, on n'a pas grand-chose. On ne mérite pas notre salaire, d'une certaine façon. Donc, il faut bien qu'on s'attaque à quelques stéréotypes pour justifier notre raison sociale. Et il me semble que même dans des publics relativement informés, continue de circuler tout un ensemble de stéréotypes, pas forcément négatifs, je ne parle pas de stéréotypes xénophobes, racistes, c'est-à-dire des connaissances parcellaires de ce qu'a été l'immigration algérienne. Par exemple, si on fait l'histoire de l'immigration en France, on peut vous dire un peu comme je l'ai fait avec le football, il y a eu les Italiens, les Polonais, puis les Italiens encore, puis les Maghrébins. Non. D'où l'immigration maghrébine, c'est une immigration récente en France. Moi, je connais des personnes, au bout d'un moment, vous leur parlez, ils sont issus d'un arrière-grand-père algérien. Karim Benzema, par le football, présenté comme algérien, ses parents sont nés en France. Et il y a des plaintes de Karim Benzema dont ce sont les grands-parents, les arrière-grands-parents ou les arrière-arrière-grands-parents qui sont nés en France. On a une immigration qui était déjà, je vous l'ai dit, extrêmement importante dans l'entre-deux-guerres. Alors moins que l'immigration des Polonais ou d'Italiens, mais c'est 100 000 personnes concentrées sur quelques villes, donc très visibles, et qui sont construites comme un problème. Le problème nord-africain, il émerge dans l'entre-deux-guerres. Le problème nord-africain, c'est le label médiatique et politique. J'ai pas le temps de vous faire l'histoire aujourd'hui de ce label. Il est fait dans ma thèse, qui est un plus gros livre que ce petit livre, qui est sur table là-bas. Et donc, considérer que c'est une immigration récente, c'est complètement faux. Dans le même temps, il faut bien rappeler que par rapport à tous les discours qui circulent, mais comment se fait-il qu'il y aurait plus de difficultés d'intégration pour les enfants d'Algériens que pour d'autres ? Alors déjà, je ne sais pas de quoi on parle quand on parle de ça, mais ce qu'on oublie tout le temps, c'est qu'à contrario de beaucoup d'immigration, prenons l'immigration portugaise. L'immigration portugaise, c'est, dans les années 70, les Portugais sont le nombre d'étrangers le plus important devant les Algériens. Sauf que les Portugais, ils sont tous arrivés, alors tous, attention, si on raisonne en masse, entre la fin des années 50 et le milieu des années 70. C'est une immigration de courte durée. C'est une immigration concentrée dans le temps. Et donc quand on s'intéresse à j'aime pas raisonner avec ces termes-là, mais à la façon dont des populations se sont fondues dans la population dite dominante. Mais de toute façon, la population dominante en France, elle est déjà faite d'Algériens. Mais d'Algériens qui sont là depuis longtemps et qui sont invisibles. Moi, je ne peux pas aller dans un lycée, je ne peux pas aller dans un hôpital, je ne peux pas aller dans un journal, je peux aller nulle part sans rencontrer des personnes qui, quelque part, sont reliées à cette histoire. Mais ce qui est différent par rapport à d'autres immigrations, c'est qu'aujourd'hui encore, il arrive des Algériens et des Algériennes pauvres ou extrêmement pauvres qui viennent s'installer dans les quartiers les plus populaires de France, où ils sont mêlés à d'autres immigrations qui, pour le coup, sont, elles, très récentes. Vous allez dans les quartiers d'immigration aujourd'hui, vous allez trouver plus de Tchétchènes, de Congolais que d'Algériens. Mais vous allez trouver des Algériens d'immigration récente. Mais l'immense majorité des Algériens ne vit plus dans ces quartiers. Puisque, je vous le dis, ce qui est important, c'est cette longueur du temps. Deuxième stéréotype, et sachant qu'un stéréotype s'appuie toujours sur des traits sociaux, démographiques importants, simplement, il fait comme s'il n'y avait rien autour. A-t-on affaire à une immigration typiquement masculine ? Si on veut aller très vite, on pourrait dire oui. C'est effectivement une des spécificités de cette immigration, c'est que, par exemple, Polonais et Italiens, dans l'entre-deux-guerres, on a une époque, et ça c'est quelque chose qui est très important d'avoir en tête, parce que on vous dit quand certaines personnes un peu moins informées que François Héran vous font un panorama de l'immigration actuelle, ils disent « N'oubliez pas que l'immigration actuelle est féminisée ». Bah oui, mais dans l'entre-deux-guerres, il y avait déjà 50% de femmes parmi les immigrés. Mais il y avait une immigration, alors quelques-unes, mais une en particulier, qui était une immigration masculine à 95%. C'était l'immigration algérienne en particulier. Sauf que, derrière, il faut bien sûr commencer à mettre des nuances. Parce que quand on dit c'est une immigration masculine, on vous dit oui, parce que le regroupement familial, il a commencé que dans les années 70, notamment avec la Régistime 1978. Bon, déjà, les Algériens ne sont pas concernés par cette Régistime 1978, tout simplement parce que, autre héritage postcolonial, ils ne sont pas
gérés par le même texte que les autres étrangers, ils sont gérés par une convention bilatérale franco-algérienne. Et ça faisait bien longtemps que les Français essayaient d'empêcher le regroupement familial des Algériens. C'est une obsession des Français depuis la fin des années 60, même depuis l'indépendance de l'Algérie, de freiner ce regroupement familial étant ici une description sociale et non juridique que je vous donne. Et ce regroupement familial, il a commencé quand? Eh bien, il a commencé dès l'entre-deux-guerres. Dès l'entre-deux-guerres, à Lyon, il y a des petits Algériens qui naissent, et qui sont français, on reviendra sur la question de nationalité peut-être tout à l'heure, qui naissent à la fois d'un père algérien et d'une mère algérienne. Et surtout, dès cette époque, il y a des milliers de ce qu'on appelle, mal à propos selon moi, mais faisons vite puisqu'on a peu de temps, des couples mixtes. C'est-à-dire, dès cette époque, il y a des milliers d'Algériens qui vivent avec des femmes françaises. Alors attention, il ne s'agit pas non plus de tomber dans le travers qui serait dire, oui, si couple mixte égale intégration, égale... voilà. Couple mixte, moi j'ai été regardé de très près, c'est des cas très différents. Peut y avoir il y a des gens qui sont mariés, ce qu'on oublie, parce que tout le monde dit ils vivaient forcément comme vierges. Non, il y a des mariages. Vous allez dans l'état civil à Paris dans les années 30, vous voyez des mariages entre un homme né en Algérie et une femme née en France, en Pologne, en Italie, que sais-je encore, parce qu'il y a une fusion dans les quartiers populaires. À Gennevilliers, par exemple, dans les quartiers populaires de Gennevilliers, c'est quelque chose qui est flagrant à partir du moment où vous regardez les archives d'un peu près. Mais une partie de ces hommes qui vivent avec une femme en France, ils ont aussi une femme en Algérie. C'est pas forcément des mariages qui sont des mariages heureux. Sans pas dire qu'ils sont tous malheureux non plus, c'est pas mon rôle en tant qu'historien. C'est juste pour déconstruire cette idée qui serait couple mixte, c'est un indicateur d'intégration. J'aime pas raisonner en termes d'indicateur d'intégration. Et deux, c'est quand même beaucoup plus compliqué, parce qu'on peut être complètement inséré dans un pays socialement, participer aux élections, que sais-je encore, et avoir une femme née dans la même région que soi, ou un mari né dans la même région que soi. Et à contrario, moi, ces couples dits mixtes que j'observe beaucoup quand même dans des franges très marginalisées du prolétariat, ou plutôt du sous-prolétariat, comme Marx le qualifiait, même si l'imbrication coloniale fait que dès l'entre-deux-guerres, il y a des élites algériennes à Paris. En 1950, vous pouviez aller vous faire soigner par un dentiste algérien à Paris. Je ne dis pas qu'il y en avait des palanqués, mais il y avait déjà ces élites. Il y a ces élites littéraires, il y a ces élites sportives, voilà. Puisque l'immigration algérienne, elle a aussi, c'est une spécificité, une composante prolétarienne immense. C'est 90% de prolétaires. Mais si on dit 90% de prolétaires, c'est important à saisir par rapport à d'autres immigrations. Parce qu'on ne peut pas comparer. Parce qu'en plus, prolétaires, ça veut dire que c'est des prolétaires qui, comme l'a expliqué Sayad, sont en plus des prolétaires qui n'étaient pas prolétaires. C'est des paysans dépaysanés. Et qui, pour l'immense majorité, arrivent illettrés. Tout ça est très juste. Mais la statistique ici, elle écrase que 10%. 10% d'une population de 300 000, c'est 30 000 personnes. Et donc c'est déjà une population importante de commerçants, de professeurs. Il y avait des Algériens professeurs à Henri IV ou à Louis le Grand dans les années 1950. C'était l'exception en salle des profs, mais ça existait. Alors, juste dernier point, puisque autrement je vais déborder, j'avais beaucoup d'autres choses à dire. Dernier stéréotype qui est le plus courant, il me semble, c'est on entend tout le temps dans la bouche, on va dire d'historiens, de militants, de personnes impliquées dans cette immigration. Ces personnes sont venues reconstruire la France. C'est ceux qui sont venus reconstruire la France, c'est l'immigration des 30 Glorieuses. Alors, si je veux aller très vite, parce que j'ai pas de temps, je dirais rien de plus faux. Puisque là, derrière, c'est l'idée qu'on allait recruter ces personnes pour qu'ils viennent travailler en France. Ça, c'est le cas de l'immigration marocaine. L'immigration marocaine, il y avait des entreprises qui envoyaient des agents recruteurs dans certaines régions et qui faisaient passer les fameuses visites médicales que vous avez vues, où on palpait les personnes et on disait vous pouvez partir, vous pouvez pas partir. Ça, c'est l'immigration algérienne, ça n'a jamais été le cas. Pourquoi? Sauf exception. Pourquoi? Parce que les Algériens étaient français et qu'ils avaient la liberté de circulation. Ils n'avaient pas besoin qu'on vienne les palper dans leur douar pour dire les choses, pour s'embarquer dans un bateau et pour partir. Voilà. Et le grand problème des autorités françaises, c'était pas d'aller chercher les Algériens, c'était de les empêcher de venir. Mais comment empêcher de venir des Français? Alors là, je vous épargne, parce qu'il y avait des solutions, il y avait de l'invention. Il y avait de l'invention, mais
on voudrait pas qu'ils viennent, mais en même temps, vous regardez l'Algérie. Or, vous pouvez pas, en 1946, alors que l'ONU est une tribune pour les mouvements de décolonisation, notamment avec la figure de l'Inde, qui va occuper une place importante à l'ONU, la figure de Nehru, à partir de cette époque-là, Nehru, dire, alors, l'Algérie, c'est une colonie, et ce sont des indigènes. Ça marche plus, ça. C'est plus acceptable. Donc, pour que ça reste une colonie, il faut dire, mais non, dans l'Algérie, il n'y a que des Français. Et que des Français qui ont à peu près les mêmes droits que les autres. Bon, il y a quelques petites dérogations, mais c'est pour s'adapter au terreau local. Pour aller très vite. Et tout ça va exploser d'ailleurs en 1958. Mais vous pouvez, impossible d'empêcher les personnes de circuler. Le retour de l'impossibilité de circuler, ça sera simplement avec la guerre d'Algérie, puisque l'état de guerre va faire qu'on rentre dans des mesures d'exception. Même si les gens circuleront, et c'est bien une des choses que personne n'avait vues, c'est que la guerre, elle va au contraire générer encore plus d'immigration, et l'indépendance va générer encore plus d'immigration. On pourra peut-être y revenir dans les questions. Donc, les autorités françaises, elles ne voulaient pas que les Algériens viennent. Mais les Algériens venaient quand même. Et pourquoi elles ne voulaient pas que les Algériens viennent? Parce que s'ils venaient, ça faisait exploser toute la politique d'immigration. Politique était une politique d'immigration choisie. L'ONI, l'organisme, était censé aller chercher des Italiens plutôt du Nord, plutôt un petit peu qualifiés, déjà ouvriers, et puis de leur faire remplir des papiers qui les autorisent à venir dans telle ou telle entreprise. Or, il y avait ces dizaines de milliers d'Algériens qui, eux, débarquaient avec leur baluchon, d'une certaine façon, et qui allaient s'employer directement aux portes des usines. Et donc, ce qui obligeait finalement à régulariser sur place aussi les étrangers, les Italiens, pour que les Algériens soient pas trop favorisés, d'une certaine façon. Puisque de fait, ils étaient favorisés. Il y avait une politique non pas de discrimination positive, une politique de préférence nationale. Une entreprise, quand elle voulait embaucher un étranger, si le ministère du Travail était un petit peu regardant, on disait, mais disons, vous embauchez un étranger, vous n'avez pas un Algérien pour prendre ce boulot? Parce que là, il y a 100 000 Algériens au chômage, et ce sont des Français, les Algériens. Voilà. Et donc, ce mythe qui sont venus reconstruire la France, alors attention, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu une contribution économique. Je ne suis pas en train de dire ça. Simplement, en tout cas, il faut bien voir qu'on a une immigration qui est plutôt du propre chef des personnes, même si, derrière ce propre chef des personnes, il y a la dépossession coloniale, qui est structurellement les chasse. Mais ils sont chassés et partent d'eux-mêmes, et ce ne sont pas des recruteurs français qui vont les chercher. Je m'arrête là, autrement on n'aura pas de temps pour les questions, même si on est allé très très vite et qu'on a brossé à très 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 grands traits. Si vous avez besoin de 10 minutes, allez-y pour un autre stéréotype, si besoin. Non, mais un dernier. Pour la route. Alors, effectivement, j'avais un point 4 dans mon 3, et après, j'avais une grande partie 4 que je ne ferai pas. Dernière question, c'est la plus délicate. Parce que là, on est dans des questions de mesure qui sont extrêmement compliquées. Une collègue historienne qui a fait sa thèse sur les Algériens à Lyon dans l'entre-deux-guerres, Geneviève Massard-Guilbault, a écrit, à raison, mais c'est presque paradoxal, que l'immigration algérienne avait sans doute été la plus discriminée de toutes les immigrations. Alors là, c'est compliqué. Puisque en droit, alors ça dépend des périodes. Ils sont toujours français, parce que voilà, ils sont toujours français, mais ils sont pas toujours citoyens, selon les périodes. Après la Seconde Guerre mondiale, ils sont citoyens. Avant la Seconde Guerre mondiale, la plupart le sont pas. C'est plus compliqué, mais on va le dire comme ça extrêmement vite. Alors comment se fait-il ici qu'on ait une figure qui pourtant est française et serait plus discriminée? Alors c'est très compliqué. Parce que leur statut de français les protégeait quand même d'une certaine façon. Si les Algériens ont pu être si politisés, c'est aussi parce qu'ils étaient français. Alors ils se politisaient contre la France, mais en tant que Français, ils avaient le droit, d'une certaine façon, de s'associer, de manifester, ce que n'avaient pas les étrangers. À l'époque, les Espagnols, combien de communistes espagnols ont été expulsés dans les années 47 et 48, puisqu'il y avait ici des interdictions qui pesaient sur la politisation des ouvriers étrangers, qui n'ont pas eu à connaître les Algériens. Le grand rêve du ministère de l'Intérieur français, c'était d'expulser tous les Algériens sans travail. Mais comment on expulse des Français en France? Alors on les expulsait pour cause de vagabondage. Bon, voilà, par exemple, en partie. Mais ils avaient une capacité de se défendre par le support juridique de la nationalité et par le fait qu'ils avaient des alliés politiques que n'avaient pas d'autres étrangers ou que n'avaient pas d'autres citoyens diminués. C'est une catégorie que j'utilise, citoyens diminués, puisque de fait, ils sont saisis par la police, pas comme des étrangers, mais comme d'autres citoyens diminués, comme des vagabonds, comme des prostituées,
comme des homosexuels, par exemple, à une époque où être ciblé comme homosexuel dans la rue faisait qu'on était raflé. Bon, les rafles aux faciès, ça existe. Et donc, ils sont extrêmement discriminés, par exemple, puisqu'effectivement, les rafles aux faciès, c'est quelque chose qui existe dès l'entre-deux-guerres, c'est quelque chose qui est dénoncé dans des manifestations des années 50, avec des photos que je vous montrerai peut-être une autre fois, où on voit des manifestants algériens avec des pancartes, plus de rafles aux faciès, non aux rafles aux faciès. Bon, voilà. Une discrimination très forte, parce que ce que nous décrit Geneviève Massard-Guilbault, c'est-à-dire que même si un certain nombre de dispositifs juridiques protégeaient cette population-là, le discours politique et les pratiques à l'encontre de cette population ont toujours été extrêmement stigmatisants et offensifs. C'est une population qui a toujours été construite comme problème et jamais été construite comme une immigration désirée, d'une certaine façon. Et ce qui génère des pratiques sociales discriminatoires, du point de vue des logeurs, par exemple, même si les marchands de sommeil étaient autant des Algériens qui exploitaient des Algériens que des Italiens ou des Français qui exploitaient des Algériens. Il faut toujours aller regarder finement les choses. Mais structurellement, ils ont été construits comme une immigration subie, pour reprendre la catégorie qui était utilisée tout à l'heure, subie au nom des intérêts impériaux et coloniaux de la France. Et donc, le fait qu'ils aient été construits comme une immigration subie et quasiment entièrement subie a généré effectivement un potentiel discriminatoire, notamment dans les interventions policières, d'autant plus fort qu'on avait affaire à une population qui elle-même était extrêmement offensive politiquement. Alors que une partie des immigrés en situation d'immigration vont en rabattre sur le combat politique. Les Algériens qui ont pu être utilisés comme jaunes, à un certain moment, ils sont embauchés à Marseille quand les sucreries de Marseille sont en grève, par exemple. D'où, dans le mouvement ouvrier, pendant longtemps, un rapport très ambigu. Mais ils ont construit la grande lutte, qui est leur lutte anticoloniale et leur lutte indépendantiste, en partie dans l'immigration, même si, là où je me distance notamment de Benjamin Stora, mais aussi d'autres, c'est qu'ils l'ont autant construit à Tunis, au Caire ou ailleurs qu'à Paris. Paris n'est pas la scène centrale, c'est pas la seule scène, en tout cas. Mais c'est une scène importante. Donc, à la fois protégé par le droit, mais très offensif, et avec un discours et des représentations extrêmement négatives, ça construit effectivement des pratiques discriminatoires qui ont sans doute été plus fortes, notamment en matière de regroupement familial, que pour d'autres immigrations. Attends. Comment ça se passe quoi Justement, ceux qui sont algériens qui arrivent en France pour travailler. Alors, après 62, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une période de troubles, mais pas de troubles au sens violence, mais au sens où les catégories sont floues. Il faut imaginer que les quelques centaines de milliers d'Algériens, à peu près en 62, il y a 400 000 Français musulmans qui vont devenir Algériens en France. Voilà. Que vont-ils devenir? Après les accords d'Évian, ils sont censés devenir des étrangers. Mais ils vont avoir finalement près de 5 ans pour choisir leur nationalité. C'est-à-dire que pendant près de 5 ans, s'ils montrent leur carte d'identité française, ils en avaient une, on ne peut pas leur dire vous êtes algérien, alors qu'en fait, ils avaient peut-être une carte d'identité algérienne aussi. Et donc, on est dans une période de très grands troubles de ce point de vue-là, pour ceux qui sont là et qui sont restés. Il y a des témoignages recueillis notamment par Marc-André, de personnes qui racontent comment ils ont sorti leur carte d'identité française pendant des années, alors qu'elles étaient devenues algériennes. Puisque de fait, 99% des Algériens ont opté pour la nationalité algérienne. L'importance de la lutte pour l'indépendance, et ça c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, je vous dis que j'ai plusieurs casquettes, je suis au GISTI, dont vous parlez tout à l'heure. Il y a plein de jeunes militants du GISTI, ils disent c'est dégueulasse, tous ces Algériens qui voudraient réintégrer la nationalité française, ils étaient français et ils peuvent pas réintégrer, parce qu'il y a beaucoup de demandes de réintégration. Et on dit, vous vous rendez pas compte du point de vue historique, ils n'ont pas été empêchés d'être français. Ils ne voulaient pas. Et avec raison, ils ne voulaient pas. Ça aurait été une trahison par rapport à la lutte d'indépendance. Ce qui a changé les choses, c'est la trajectoire à la fois de l'État algérien et l'histoire de l'immigration avec plein de portes qui se referment, où la nationalité française va devenir très désirable pour une partie de ceux
qui aimeraient partir. Donc là, déjà, on est dans cette période extrêmement compliquée où il faut réinventer les cadres de la nationalité. Et après, les accords d'Évian organisent une forme de liberté de circulation entre les deux rives de la Méditerranée. C'est-à-dire, grosso modo, à Évian, les délégués algériens, pour aller très vite, ils négocient, bon, on va devenir algériens, mais nos immigrés, ils doivent garder leurs avantages. C'est-à-dire, mais c'est des choses très concrètes. Il y avait des dizaines de milliers de bistrotiers algériens. Un étranger ne peut pas tenir un bistrot en France. La licence 4, ou alors voilà, c'est un faux né. La licence 4, elle était réservée aux Français. Et les Algériens, ils étaient français, donc ils avaient des licences 4. Les autres étrangers, en fait, ils tenaient le bistrot, mais la licence 4, elle appartenait à je sais plus, un homme de paille de nationalité française. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui faisaient qu'il a fallu négocier en fait une sorte de statu quo en partie pour les immigrés déjà présents, et avec une idée, mais en gros, une grande partie des autorités françaises auraient aimé que les Algériens repartent. Bon, là, ils ont eu l'indépendance, qu'ils repartent, et les autorités algériennes, elles pensaient que ces Algériens pourraient aussi venir aider à reconstruire le pays. Mais en fait, ils étaient intéressés par la petite fraction la plus politisée et la plus éduquée, qui a fait partie des cadres de la fonction publique, en partie, parce que la Fédération de France n'était pas en odeur de sainteté, la Fédération de France du FLN. Et on voit à l'été 62 pas mal d'Algériens qui repartent voir comment ça se passe en Algérie, et vu qu'il n'y a pas de travail, ils reviennent. En fait, ils viennent fêter l'indépendance, voir la famille, etc. Mais la plupart reviennent. Oui, le gouvernement est intéressé par les devises aussi. Et oui, et en fait, le gouvernement, c'est un doctorant à moi qui travaille cette question-là, Baptiste Mollard. Le gouvernement algérien, sa première politique d'industrialisation, c'est l'immigration. Avant les industries industrialisantes, pour trouver du travail, il faut continuer d'envoyer le maximum de personnes à l'étranger. Et donc finalement, de ce point de vue-là, ça change pas grand-chose. Sauf que derrière, on a un jeu où les autorités françaises cherchent à réduire l'immigration familiale, vont très vite dès 63 essayer d'introduire des contrôles, mais elles peuvent pas le faire de façon trop forte parce que les Français ont des intérêts en Algérie. Il ne faut pas croire que tout s'est coupé en 62. Hein. Les Français ils ont des bases militaires, le pétrole est pas encore nationalisé, et donc voilà, dans le jeu diplomatique, les Algériens peuvent défendre leur immigration encore. Et ce qui est le plus symbolique de cela, c'est que c'est l'État algérien qui va mettre fin à l'immigration vers la France. C'est pas l'État français. Même c'est en 73. Même si en fait, Boumedienne, à l'époque, le fait pour ne pas être humilié. Pour ne pas être humilié, il choisit de mettre fin à l'immigration de travail avant que la France mette fin à l'immigration de travail. Alors, il y a une grosse crise xénophobe, il y a plein de choses. Oui. Oui, une question subsidiaire. Dans la classification des Algériens, il y a donc les Algériens musulmans, mais je crois qu'il existait aussi un taxon résiduel d'Algériens convertis au christianisme et qui sont désignés, je crois, dans les papiers d'état civil d'Algériens musulmans chrétiens. Alors, ce que vous dites s'appuie sur des réalités complexes, et je vais essayer d'un petit peu éclairer ça. En gros, musulmans en Algérie, ça renvoie avant tout à ce substrat culturel, religieux, mais pour les Français, c'est une catégorie juridique. Voilà. Une catégorie juridique qui renvoie à la catégorie des indigènes. Voilà. Les musulmans sont les indigènes. C'est-à-dire, quand on dit l'Algérie, c'était département français, non. En fait, ce qui était département français, c'est là où vivaient les Européens. L'assimilation juridique, c'est pour les Européens d'Algérie. En gros, la colonisation, elle fait que les villes vont être prises par les Européens, mais c'est aussi ce qui change à la fin de la période coloniale. Et il y a le monde de ce qui s'appelle les communes mixtes. C'est le monde, en fait, des Algériens musulmans. Et dans ce monde-là, c'est pas le droit de la métropole qui s'applique. Et derrière, il y a deux autres choses. C'est que, à partir de 1865, les Algériens, parce que faut bien imaginer que le début de la colonisation, c'est très flou tout ça. La France s'implante en Algérie et sait même pas si elle va y rester. À l'époque, la nationalité, c'est pas quelque chose d'important. Mais dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on rentre dans un monde où il est plus possible de pas avoir de nationalité. Et donc, les habitants de ce qui étaient les territoires de la France en Afrique du Nord et qui sont devenus
des départements français en 1848 et réaffirmés par la Troisième République, entre deux, il y a le Second Empire, il faut bien qu'ils aient une nationalité. Donc, qu'est-ce qu'on va pas inventer une nationalité algérienne, disent les Français, parce que là, hop, vu qu'ils n'ont pas de nationalité, ils vont tous être français. Mais bon, ils sont français, mais régis par le droit musulman. Alors attention, c'est pas simplement les Français qui cantonnent les Algériens. Les Algériens, ils n'avaient aucune envie d'être régis par le droit civil. Comme les Juifs d'Algérie n'avaient aucune envie d'être naturalisés par le décret Crémieux. Ça, c'est les Juifs de France qui, pour amener la modernité aux Juifs d'Algérie, demandent la naturalisation de l'ensemble des Juifs d'Algérie. Cette histoire-là est extrêmement compliquée. Et donc, après 1865, ils ont tous une nationalité, et il y a une petite porte qui est ouverte pour certains Algériens, où ils peuvent être naturalisés. Waouh! Ils sont français, mais ils peuvent être naturalisés français. Ça veut dire quoi, être naturalisé? Ça veut dire entrer dans la citoyenneté. Ne plus être indigène. Ils peuvent sortir du statut d'indigène. Parce qu'être indigène, ça supposait faire des corvées, ça supposait être soumis à un régime pénal spécial, voilà, plein de choses. Mais c'était aussi pouvoir être régi par le droit musulman. Et donc, de être naturalisé, c'est aussi une sorte de conversion pour les Algériens, et c'est un abandon. Ils sont appelés les retournés, les mtournis par les Algériens. Et donc une petite minorité qui occupe des emplois dans la fonction publique française, qui parle français, qui a travaillé dans l'armée, va être naturalisée. Et une fois qu'ils sont naturalisés, là pour le coup, la pleine égalité des droits s'applique. Ça ne veut pas dire que parfois il n'y a pas des regards de travers, mais pas forcément non plus. Mais en droit, ils sont égaux. La conversion, c'est autre chose. La conversion, c'est autre chose. L'État français, il ne demande pas aux Algériens qui veulent être naturalisés français s'ils sont musulmans ou pas. La plupart des naturalisés sont toujours musulmans de confession. Voilà. Simplement, ils sont plus régis par le droit musulman. Alors, pour certains musulmans, ils ne sont plus des vrais musulmans. C'est une question, par exemple. En Tunisie, il y a des luttes pour que les naturalisés ne soient pas enterrés dans... Alors, on ne dit pas enterrés pour les musulmans, inhumés dans les cimetières musulmans. Voilà, une partie des Tunisiens considèrent que les naturalisés ne doivent pas avoir le droit d'être inhumés dans les cimetières musulmans, puisqu'ils sont plus régis par le droit musulman, même si ces personnes-là peuvent avoir pratiqué le rite musulman, et je ne rentrerai pas dans les détails, et s'être vécu comme musulmans. Voilà. Et après, il y a encore autre chose, il y a une toute petite minorité, notamment en Kabylie, c'est pas parce que les Kabyles étaient différents du reste de la population, même si voilà, je ne vais pas rentrer dans ce débat, parce que là, on ne va pas s'en sortir, mais simplement parce qu'en Kabylie, il y avait une plus grande présence d'ordre missionnaire. Plus grande présence d'ordres missionnaires qui vont notamment recueillir des enfants orphelins. Voilà. Et voilà, des personnes qui n'ont plus leur place dans des filles mères, désolé, la catégorie de l'époque, notamment dans cette population, pas simplement, mais la famille Amrouche, par exemple, voilà, il y a le témoignage de la mère de Jean Amrouche, Taous, qui est extrêmement important, qui sont convertis au christianisme, mais qui ne sont pas forcément naturalisés. Et d'ailleurs, beaucoup le font, une fois qu'ils sont convertis, ils sont naturalisés, mais d'autres ne le font pas. Et il y a un arrêt, alors je crois que c'est en 1901, mais c'est au tout début du siècle, qui dit qu'on peut être chrétien, catholique en général, en tout cas, voilà, aller à la messe tous les dimanches, et être musulman en Algérie, comme catégorie juridique, parce qu'on reste indigène. Voilà, musulman, c'est une catégorie juridico-raciale. C'est pas une catégorie religieuse dans l'Algérie colonisée. Mais gardons à l'envers qu'il n'était absolument pas demandé une conversion et l'abandon de la religion musulmane pour être naturalisé français. Ce qui était demandé, c'est l'abandon du statut personnel musulman. C'est-à-dire les règles en matière matrimoniale, filiation et héritage. Où là, les personnes dépendaient du code civil et non plus du droit musulman. Bon, cette catégorie juridique a beaucoup participé ultérieurement aux générations suivantes à un potentiel racisme. Quelle catégorie juridique musulman. Français musulman. Voilà, français musulman. Et ce terme-là, autant il était juridique peut-être compréhensible à l'époque, que dans les années 70 et 80, ça a mis un bazar pas possible dans la compréhension de ce qui est l'autre, y compris dedans les musulmans, sans rentrer les Tunisiens,
tout le Moyen-Orient. Enfin, il y a une espèce de confusion de la croyance avec la catégorie juridique. Je pense qu'elle a apporté de confusion dans les années 80, 70, juste au moment de la revendication des jeunes de la deuxième génération. Alors, déjà, Enfin, je ne sais pas si c'est... Beaucoup de sociologues s'intéressent à ce qu'on appelle la conscience du droit, c'est-à-dire jusqu'à quel point les personnes ont conscience des catégories juridiques. Il ne faut pas croire que français musulman, tout le monde savait ce que ça voulait dire dans les années 40, 50. Les fonctionnaires municipaux, beaucoup de fonctionnaires de l'État, ils connaissaient absolument pas cette catégorie, et je vous parle pas du reste de la population. Moi, quand je passais pas mal de temps dans les archives de police, le terme français musulman, c'est les préfets de police qui rappellent que ça existe. Mais les autres policiers, eux, ils parlent d'Algériens. Ouais, Algériens, voilà. Pour eux, ils parlent d'Algériens en général, mais ils parlent de Nord-Africains aussi. Certains disent indigènes, certains disent musulmans, mais le mot le plus courant, c'est algérien. Et le préfet Papon, que tout le monde connaît, est obligé de rappeler à plusieurs reprises, et vous savez que les Algériens, ça n'existe pas. Ils sont justement en train de lutter pour devenir des Algériens, alors arrêtez de me les appeler Algériens. Vous allez me les appeler autrement. Parce que là, vous contribuez à faire exister une catégorie qui n'existe pas en droit. Et de toute façon, cette catégorie est disparue en 1958. Puisque l'histoire longue de la colonisation, c'est pour la légitimer, il faut au bout d'un moment défendre l'égalité des droits totale. Ce qui fait que ceux qui sont les plus républicains, les plus défenseurs de l'égalité des droits à la fin de la colonisation, c'est l'OAS. L'OAS, c'est eux qui ont le langage le plus républicain à la fin, puisqu'ils disent, bah oui, on peut rester en Algérie, puisque en Algérie, on est tous pareils. On est tous que des Français, ce qui est vrai en droit depuis 1958. Il y avait 2 collèges électoraux jusqu'en 1958. À partir de 1958, il n'y a plus qu'un collège électoral. Mais il n'y a plus d'élections parce que c'est la guerre, en gros. Même s'il y en a eu quelques-unes quand même. Et donc, français musulmans, là où ça génère du trouble, pour reprendre l'expression que je disais tout à l'heure, c'est surtout dans sa résurgence actuelle, il me semble. La résurgence actuelle où, effectivement, quand j'entends des hommes politiques parler des Français musulmans, je trouve que l'expression... soit c'est un retour du refoulé, comme disent certains, soit, pour le coup, elle génère du trouble aussi, puisque, de fait, même si c'est pas forcément dans une optique stigmatisante, certains disent français musulmans, plutôt dans une optique qui est une optique pour dire ils ont pleinement leur place dans la nationalité française. Simplement, il faudrait trouver une autre expression, une autre façon de le formuler, qui ne renvoie pas à une catégorie qui était une catégorie juridique au temps de la colonisation. Je vais laisser la place à Catherine, je pense. De rien.